Bonjour à tous, c'est Louis de Poupy School et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo du coup, interview et visite de crèche, on change un petit peu le concept. On est aujourd'hui avec Maxime. Salut Maxime. Salut Olivier. L'idée, c'est de faire une petite interview. En amont, on va mettre la visite que tu auras fait du coup de ton côté. J'ai pas eu la chance de venir voir en vrai, mais on la verra au travers de la vidéo. Du coup, on commence par la visite et on revient tout de suite pour l'interview. Bonjour et bienvenue dans la crèche Pas à Pas. Donc on arrive dans une crèche qui est basée à Jasseron, pas très loin de Bourg-en-Bresse, en Ain. Donc voici l'accueil de la crèche. On va avoir d'un côté les casiers pour les plus petits, avec un plan de change, également des surchaussures lavables qu'on utilise pour les parents qui ne souhaiteraient pas se déchausser. De ce côté-ci, on va avoir donc les meubles et porte-manteaux pour les enfants qui sont plus grands, qui vont avoir du coup de l'autonomie. Ici, nous allons avoir un local de rangement, donc pour ranger les modules de motricité ou d'autres matériels quand ils ne sont pas utilisés. Également, on met ici notre balai de nettoyage. Ici, on va avoir les WC, on va s'éterniser. On a un tableau d'affichage qui permet de montrer toutes les informations aux parents, d'indiquer également quand on a des enfants, des cas de maladie, varicelle, etc. Donc on va l'afficher ici. On a de l'affichage avec l'extincteur aussi, le plan d'évacuation, des affichages obligatoires. Et là on se retrouve dans la salle du personnel qui est à l'entrée. Donc avec un coin repas, on n'a pas d'évier à ce jour, je vais peut-être en mettre un plus tard. Pour l'instant, on a un accès sur la cuisine en fait en direct. On va avoir leurs casiers qui sont ici, un fauteuil pour pouvoir se relaxer et une table coin repas. Donc maintenant, on va pouvoir continuer la visite vers le bureau. Donc là, on est sur le bureau de ma référente technique où on va pouvoir recevoir les parents et où elle va pouvoir faire son temps administratif. On a également un autre meuble de rangement ici qui est, c'est pas à négliger parce qu'il faut beaucoup de rangement et on n'en a jamais assez dans une crèche. Et on s'en sert de temps en temps pour stocker du matériel d'activité nature parce que c'est un peu le cœur du projet. C'est un projet qui est centré vers la nature. Ici, on va avoir un local technique qui est pour le système de pack de climatisation, pack RR et ballon d'eau chaude. Et là, on va avoir, donc je le referme pour la visite. Ça, c'est une question qu'on se pose souvent en tant que gestionnaire et même avec les équipes, le portillon. Et je trouve que mon constructeur a trouvé vraiment une bonne solution. C'est en fait de mettre tout simplement une demi-porte. Hein, les portes qu'il propose, on vous mettra la référence en description. Donc elles sont intégrées avec de l'anti-pince-doigts, des Oculus. Et ça, pour mon constructeur, et je pense que c'est vrai, c'est ce qui va durer le plus possible dans le temps. On a le loquet ici qu'on va vous remontrer fermé. Donc on avait déjà dû changer 2 fois de portail depuis l'ouverture de la crèche qui a été en août 2023. Donc c'était important pour nous de trouver une solution qui est durable et d'avoir une demi-porte donc avec les cloisons juste à côté, hein, comme une porte classique mais en moitié. Ça va permettre vraiment d'avoir quelque chose qui dure dans le temps et je pense que c'est une bonne solution pour ceux qui se prennent la tête justement avec les portillons d'entrée. On a maintenant la cuisine, tout est un peu surélevé, on est en week-end donc tout était posé pour le nettoyage. Donc là on va avoir tout ce qui va être stockage de vaisselle, un fauteuil ergo qui est plutôt apprécié par les équipes pour donner à manger aux enfants sans se faire mal au dos, un chariot repas pour réchauffer les repas parce que nous on va être sur un système de liaison froide avec un prestataire, donc prestataire qui est Bourgogne Repas qui est assez répandu en Auvergne-Rhône-Alpes, qui va livrer par ici, donc le livreur qui va ensuite mettre les plats dans le frigo avec des enregistrements de réception et on a la feuille également de contrôle des températures. On a le four, on a notre lave-vaisselle et puis le reste de la cuisine.
Et nos équipes étaient plutôt fans également d'avoir un système de bac gastro mais thermique. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir garder au chaud les aliments assez longtemps. Donc ça permet d'être vraiment nickel au niveau des températures et des contrôles de température par rapport à la nourriture. Donc on arrive dans la pièce de vie qui fait 44 à 45 mètres carrés, qui est une pièce de vie allongée et très lumineuse, c'est ce qu'on retrouve sur nos structures. Donc essayer vraiment de retrouver un côté traversant avec l'ouverture qu'on a de l'entrée, l'ouverture qu'on retrouve dans la cuisine et beaucoup de baies vitrées qu'on va avoir de part et d'autre de la pièce pour avoir une vue sur le jardin. Là, on va avoir une grande table qui va servir de point repas. On a vu également dans la cuisine qui était retournée tout à l'heure des chaises pour les bébés, hein, donc avec une petite tablette intégrée pour qu'ils puissent manger. Donc c'est là que va se passer tout le grand repas. Ensuite, on a plusieurs modules de jeux et de motricité qui sont positionnés et qui sont sur une rotation des jeux en fonction des besoins des enfants. Donc du coup, par rapport au matériel, on était passé par des fournisseurs autres que Wesco sur des prix des fois 3, 4, 5 fois moins chers, mais au final ça durait 6 mois. Donc sur certains objets, matériels, etc. qui sont utilisés par les enfants, on a préféré après dans un second temps investir sur du Wesco pour que ça dure beaucoup plus dans le temps. Là on va avoir de ce côté-là on va avoir un coin bébé et un coin lecture, donc avec également un grand rangement mural qu'on a fait faire chez Ikea, de manière à avoir pas mal de rangements pour les jeux et les livres. Donc on va pouvoir voir les dortoirs, donc avec du double oculus. On retrouve toujours notre principe de porte-pince-doigt qui est pas mal par le constructeur. On a des lits barquettes pour les plus grands qui permettent d'avoir pas mal d'autonomie pour eux. Et donc un siège pour la surveillance des siestes parce que nos professionnels restent pendant toute la durée des siestes des grands pour éviter qu'ils se réveillent en trop. Pour l'affichage, on a décidé d'être dans le réutilisable. Donc on a acheté des crayons Stabilo que vous retrouvez sur Wesco et d'autres distributeurs qui sont effaçables assez facilement. On a un affichage qui est plastifié qui permet aux équipes d'effacer, prendre en photo chaque journée et c'est stocké dans un fichier Drive pour le suivi. De la même manière, en fonction des changements du dortoir, elles affichent sur la porte donc du coup les prénoms des enfants en fonction des lits. Ça permet de s'y retrouver bien plus facilement et c'est également un principe qu'on retrouve pour le dortoir des plus petits avec des lits à barreaux. Donc là on a des lits à barreaux papouille qu'on a acheté qui était à peu près je l'ai vu il n'y a pas longtemps le prix, donc c'était 186 €, donc avec un système de barrière qui peut se remonter pour éviter que les professionnels aient mal au dos à force de poser les bébés. Je recommande pas des lits barreaux de cette marque. En tout cas, nous, au bout de 2 ans, on a déjà eu 2 lits cassés au niveau des bois. Donc là, j'ai une commande en cours avec du Wesco. Donc, il y a certaines choses, je pense aussi à l'électroménager, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on va vouloir faire des économies en fin de compte, au bout de 2 ans, on va devoir en racheter. Donc je recommande sur certains objets vraiment clés comme les lits, les poussettes, enfin des choses qui sont vraiment utilisées régulièrement par les enfants et ou par les professionnels, d'acheter de la qualité. Là je faisais le comparatif pas plus tard qu'hier et donc entre du lit Wesco et du lit papouille, on a un budget de 650 € à peu près de plus pour avoir 7 lits Wesco au lieu de 7 lits papouille qui sont à peu près à 300 €. Et alors j'ai pas encore le test du Wesco, mais je pense que ça va plutôt durer 10-15 ans que 2 ans pour certains lits. Donc ça vaut le coup d'investir. Ça va vraiment vous éviter de vous retrouver à racheter, redépenser des frais en plus. Et donc on va pouvoir aller maintenant dans la salle de change et la buanderie.
Donc on a des WC qui sont à taille d'enfant, mais également le robinet pour faciliter l'autonomie. Un plan de change qu'on a fait en suivant le principe, un mix escabeau, esco et meuble Ikea qu'on a vu sur la formation Poppy School, hein, le meuble à moins de 1000 € et qui nous permet d'avoir du rangement en quantité. Et on a besoin de beaucoup de rangement nous de notre côté sur la partie change, parce qu'on tourne avec des couches lavables sur les crèches pas à pas pour l'écologie, pour le soin du siège des jeunes enfants, et aussi pour un côté économie, parce qu'on a un investissement pour 100 couches, hein, ce qu'il faut compter pour des couches lavables, c'est une centaine de couches, et on va avoir du coup une durée de vie de quasiment 10 ans pour les couches. Ma référente technique là sur sa dernière expérience, en 6 ans, sur 100 couches, ils avaient dû en rechanger 3. Donc ça reste très raisonnable. Et cet investissement-là ne permet de fonctionner qu'avec des voiles de cellulose qu'on achète chez des fournisseurs ou dans pas mal de magasins bio, on peut les retrouver. Et sinon, tout le reste, c'est du lavable qui va passer dans la buanderie, on va y aller juste après, sur des machines à 60 degrés et puis du sèche-linge. Et là, on va se retrouver dans la buanderie. Du coup, on va avoir beaucoup de stockage avec des couches, quelques jeux qui restent qu'on n'a pas pu stocker dans la salle de vie, et les temps de linge pour toutes les couches lavables. Au niveau de l'électroménager, on est resté côté sèche-linge sur du moyenne gamme. Par contre, sur la machine à laver, on est repassé sur du miel. Et pour ma deuxième crèche, je suis passé sur du miel directement, pareil pour des raisons d'efficacité, parce que on en a besoin énormément au niveau des couches lavables, d'avoir du bon matériel, hein, comme on fait 2 machines par jour. Et si on achète du matériel trop bas de gamme, pareil, hein, c'est pas quelque chose qui est fait. Donc maintenant, on va pouvoir aller faire un petit tour du côté du jardin. Donc là, on est dans nos structures, c'est un choix de notre part sur un grand jardin en herbe, et on se retrouve là sous un préau qui fait à peu près une trentaine de mètres carrés, avec une terrasse en grès cérame qui va permettre aux enfants de pouvoir jouer régulièrement et malgré tout temps. On a une cabane aussi qui va pareil leur permettre de jouer. Un bac à sable en fond, un petit peu d'arbres. On va vouloir bientôt planter à l'automne un nouvel arbre, parce que il fait de plus en plus chaud l'été, et c'est important. Là, on voit que même malgré le fait d'avoir un préau, l'après-midi il fait quand même super chaud pour les enfants. Ici, on a aménagé, donc de ce côté-là du jardin, on a aménagé avec des objets naturels, des bouts d'arbres, un espace de motricité qui est très apprécié par les enfants. Donc la petite plateforme, la longue ligne comme un peu une poutre à la gym, les petits escaliers qui sont très appréciés, et tout simplement des souches d'arbres qu'on a plantées. Tout ce matériel là on l'a fait avec une tarière, hein, donc on a loué une tarière dans un magasin professionnel de location, et ça c'est les 2 éléments qui sont les plus appréciés par les enfants. Toute cette partie de souches de différentes tailles qui vont explorer, et également toute cette zone là. Là on va également avoir un portail d'accès à l'extérieur pour les parents, parce qu'on essaie de faire de l'accueil du matin et du soir le plus souvent possible à l'extérieur. Donc du coup je tond à chaque fois un petit chemin d'accès, et j'essaie de laisser pousser le reste un peu pour avoir un peu d'insectes, un peu de biodiversité. Voilà. Donc en parlant de biodiversité, passons sur le potager. Dans nos structures, c'était aussi important de pouvoir avoir un espace fermé et dédié potager et patouille, désherbage, pour que les enfants puissent tout simplement se rapprocher de la nature. C'est assez important pour nous. Donc là, on a un petit carré potager qu'on a mis où on plante chaque année avec les enfants des aromates pour qu'ils puissent sentir. C'est assez intéressant parce que par exemple avec un petit mortier, en écrasant des aromates, ça diffuse énormément l'odeur, et ça c'est des choses que les enfants apprécient vachement faire.
On a aussi juste ici un parterre de pieds de fraises qui a beaucoup été utilisé cette année. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec les rejets, ça progresse de plus en plus sans qu'on ait trop de choses à faire. Et on va avoir en plus du coup de ces fraisiers, de ce côté-là, on va avoir tout un espace pour désherber qui va permettre aux enfants de manipuler des herbes sans conséquences graves, hein, parce qu'on va pas perdre de fraises à manger. Du coup, on est dans un cadre qui est assez exceptionnel, je trouve, parce qu'on est en plein milieu de la campagne. Donc de ce côté-là, vous avez un petit champ avec un fermier qui passe d'ailleurs très régulièrement avec son tracteur. Plus loin, on va avoir des zones d'accès à la campagne. Donc on a la possibilité à moins de 5 minutes d'aller voir des chevaux, d'aller sur un sentier qui est en sortie de lotissement, donc ce qui est hyper sympa. Merci pour cette petite visite. Avec plaisir. Et du coup, première question, est-ce que tu peux simplement te présenter, d'où tu viens, comment tu t'appelles, ton âge, etc. Dis-nous tout. Ouais, avec plaisir. Écoute, je m'appelle Maxime Lerosier. Aujourd'hui, j'ai bientôt 32 ans. J'ai un parcours qui n'est pas du tout lié à la petite enfance à la base, hein, parce que j'ai fait 9 ans dans le commerce, dans le logiciel, donc dans l'informatique. Et si on reprend les études, même allons encore un peu plus loin, tu as fait quoi comme études avant? J'ai fait un DUT en réseau et télécom, donc plutôt qui me destinait à une école d'ingé. Mais mes stages de fin d'études m'ont pas spécialement plu. Donc en fait, j'ai basculé pour aller en école de commerce. Et en école de commerce, je me destinais à être commercial, voilà, donc sur des CDI un peu classiques. Mais j'ai vite été happé par l'entrepreneuriat tout au long d'expériences scolaires. Puis après, à force d'être en CDI et d'avoir quelques déclics, j'ai eu envie de me tourner vers l'entrepreneuriat. Tout a vraiment basculé au Covid. Il y a eu un mélange de plusieurs petits déclics qui ont fait qu'on a voulu, avec Kaline, donc, qui est ma compagne, lancer des projets de micro-crèche. Ouais, mais pourquoi micro-crèche du coup particulièrement? C'est quoi l'origine un peu de ce déclic-là? Alors en fait, moi je voulais me lancer dans l'immobilier à la base. Donc je me renseignais un peu sur les fiscalités, mais voilà, je trouvais pas de projet qui était hyper intéressant et qui était commun, qui avait du sens en fait avec Kaline. On était sur une phase où on allait avoir un enfant et on retrouvait pas des moyens de garde en fait qui nous correspondaient. Donc des moyens de garde qui sont portés sur la nature et on aimait bien, on avait plutôt un parti pris pour les micro-crèches en fait. Parce tu connaissais déjà du coup Oui. Ouais. En ayant visité plusieurs structures, on avait visité crèches, micro-crèches, on avait vu des nounous. Voilà, donc il y avait des crèches où ça faisait pour moi vraiment un peu usine parce qu'il y avait énormément de berceaux. Les nounous où on est tombé plusieurs fois sur des nounous, il y avait la télé. Voilà, ça ne nous mettait pas en confiance, même si je sais qu'il y a des bonnes nounous, des mauvaises nounous, il y a des bonnes crèches, des mauvaises crèches. Si tu vois une télé en route avec des enfants... Ça nous a un peu marqué. Et du coup, je me suis dit, en fait, on galère vraiment. À l'époque, on était à Lyon. On galère vraiment à trouver des places. Donc, pourquoi pas créer une structure qui nous ressemble et qui porte nos valeurs. Du coup, parce qu'on s'intéressait aussi de plus en plus à cet aspect nature. Ce qu'on a eu au Covid, je pense qu'il y a eu beaucoup de Français qui ont été confinés. Il y en avait qui étaient confinés en appartement, étroit ou pas, mais en appartement, et d'autres un peu plus à la nature. Nous, on a eu la chance de connaître les deux. On a commencé en appartement à Lyon et puis on a migré vers mes beaux-parents où on pouvait aller courir proche d'une forêt le midi. On avait un jardin. C'était une période où il faisait assez beau. Donc, en fait, ça nous a un peu vacciné du centre-ville. On s'est dit, il faut se rapprocher de la nature. Et c'est ça qui, tout mis bout à bout, nous a donné envie de créer des micro-crèches parce que c'était un entre-deux entre nounou et grosse usine. Donc, c'était assez idéal. Et puis, des projets nature. C'est marrant parce que du coup, c'est souvent ce que je dis, c'est que la micro-crèche, c'est le moyen de garde préféré des parents. Et en toute logique, parce qu'en fait, tu allies à la fois la collectivité, le petit effectif, la réponse aux besoins de l'enfant, du coup, qui est un peu plus possible, en tout cas, que dans les grandes crèches. Effectivement, tu rajoutes un volet en disant qu'effectivement, tu as un projet nature qui n'était pas forcément le cas des structures environnantes. Et du coup, allier tout ça à ton envie d'entreprendre et à l'immobilier, parce qu'effectivement, ça fait partie intégrante d'un projet de micro-crèche. Effectivement, c'était un bon choix par rapport à ça.
Bah, c'est ça, il y a cette envie de liberté en fait où moi j'avais pas envie, j'étais inspiré par beaucoup de livres sur le développement personnel et en fait j'avais pas envie d'être d'apporter de la valeur à quelqu'un d'autre toute ma vie. Donc en tant que salarié, on enrichit un patron. Voilà, hein, c'est pour ça que les entreprises sont faites aussi. Hein, ça c'est sûr. Mais du coup j'avais envie de travailler pour moi et de développer pour moi, construire du patrimoine pour plus tard, pour mes enfants, pour léguer dans le futur, mais aussi avoir un confort de vie. C'est du temps pour ma famille et pour moi, pour être dans un bien-être. Je ne suis pas sur une recherche de gagner 6 000 € par mois, mais je suis plutôt sur une recherche d'avoir un salaire cohérent, mais aussi du temps pour moi et pour ma famille. Puis de sécuriser ta famille à long terme, effectivement, ce que permet l'immobilier. C'est ça. Ce que permet la microcrèche, puis c'est la notion entre investir son temps versus le dépenser quand tu es salarié et que tu renouvelles chaque fois. En plus, en tant que commercial, tu as cette frustration constante de dire chaque mois, je repars à zéro, je mets les compteurs à zéro et je repars, mais en plus, je vais crapahuter pour enrichir quelqu'un d'autre. Enfin, tout ça, effectivement, je comprends bien. Et on est bien câblé par rapport à ça et je sais que moi, c'est aussi mon moteur principal et donc je comprends totalement. Si on reprend du coup un peu les étapes, tu t'es dit ok, donc avec ta femme Kaline, on va lancer potentiellement une microcrèche. Je dis avec elle, mais au final tu l'as fait solo. Elle m'a beaucoup aidé. Alors je suis seul effectivement sur la partie SASU, donc l'exploitation. Sur la SCI, on est à 50-50, mais par contre elle continue son job à côté. Ouais. Et du coup, alors c'était quoi tes premières étapes par quoi tu as commencé? Je m'étais formé un peu, j'avais fait des formations sur de la fiscalité, sur de l'immobilier, je m'étais renseigné sur plusieurs petites choses sur Internet avant d'arriver justement sur le sujet de la microcrèche. Et en fait, je me suis dit, il faut que je commence par me former, parce que c'est un métier que je ne connais pas. Donc j'ai cherché sur Internet, tout simplement des formations où j'avais vu, j'avais vu des offres de coaching pour plusieurs milliers d'euros qui permettaient un accompagnement et puis je suis tombé sur Poupy School. Donc en fait ma première réflexion ça a été d'acheter une formation en fait. Te former pour pallier au manquement. C'est ça. Donc j'ai fait un petit benchmark des formations qui existaient. Il y en avait pas d'autres que la vôtre, mais il y avait des coachs. En gros, je crois qu'il y avait 2-3 coachs que j'avais vus en accompagnement individuel à côté. Mais comme j'avais déjà connu des formations qui proposaient aussi à côté une communauté et qui avait une certaine entraide, et j'avais eu cette expérience-là où on a toute l'expérience des vidéos et des coachs où on paye la formation, mais qu'en plus de ça, il y a une vraie communauté, une vraie entraide. Et il y a des personnes qui sont des fois juste une année ou deux avant nous, en avance. Et ça, c'est vraiment bien parce que ces personnes-là de la communauté, ça permet d'échanger avec eux et ils ont la mémoire souvent très intacte par rapport à... donc, je ne parle pas nécessairement de toi, mais par rapport à des formations que j'ai pu prendre où tu as des formateurs qui sont 20 ans en avance et en fait... ils ont plus la réalité qu'on vit et les petites difficultés qui nous paraissent insurmontables quand on débute, alors qu'en fait, une fois qu'on les a passées plusieurs fois, c'est beaucoup moins. C'est différent. Donc j'ai pris la formation et j'ai commencé à définir un petit peu mon projet, mais j'ai très vite contacté des mairies parce que je suis plus dans l'action. C'est vrai que j'aime bien avancer. Et donc, j'ai tout de suite été en fait dans une dynamique de construire un peu une petite carte de Napoléon de la région sur laquelle je voulais m'installer avec mes beaux-parents parce que moi, je ne connaissais pas la région. Donc, on regardait un peu les zones en fait, qui étaient intéressantes à aller attaquer. Ouais, voilà, c'est ça. Pour marquer mon territoire, installer un petit château au milieu. Ouais, c'est ça. Et, mais voilà, donc en fait, on s'est fait une petite cible d'une vingtaine de villes qui pouvaient être intéressantes, mais à commencer par la ville de mes beaux-parents où ils savaient qu'il y avait un vrai besoin et la mairie leur avait parlé à mes beaux-parents d'un terrain, donc du coup ça a été une occasion aussi de me dire tiens allez j'y vais, on contacte la mairie. Et du coup ça a été la première étape et je m'en rappelle, ça a été une vraie source d'excitation et en fait on écrit un mail à la mairie et il nous dit ok je peux vous recevoir demain matin.
Et donc, du coup, on s'est un peu alarmé. On a écrit sur le groupe Facebook pour dire est-ce que vous avez des retours. J'ai pris contact avec toi à l'époque. Du coup, on a repris le PowerPoint de présentation, qu'on a modifié le PowerPoint Poupie qui était disponible, qu'on a remodifié et paf, prendre le rendez-vous avec la mairie qui nous a dit ok, vous pouvez aller sur le projet. Et donc là, ça c'est. Mais je me souviens de toi au démarrage, on en parlait en off avant, je crois que c'était autour de 2020-2021. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me souviens de toi sur l'aspect de passer à l'action et surtout de mettre en application strictement. En fait, il y a la formation et du coup, la formation est construite d'une feuille de route que tu appliquais au taquet et strictement. Et c'est ça aussi qui t'a permis d'avancer. Ouais. Mais ok, top. Et effectivement, je rebondis sur l'aspect communautaire, mais c'est aussi le fait qu'en plus, par rapport à d'autres thématiques, c'est que c'est un projet qui est long. Et du coup, pouvoir s'appuyer aussi sur des personnes qui l'ont déjà fait et qui sont en train de le faire. Et nous, d'ailleurs, c'est une des importances qu'on souhaite mettre en place toujours, c'est de continuer à créer des micro-crèches pour aussi, en fait, être au proche de la réalité du terrain. Et ça permet d'actualiser tout ça. Mais du coup, donc effectivement, la mairie te dit OK. Donc, c'est un terrain qui est à vendre. Terrain qui est à vendre combien, du coup, à cette époque ? Qui était à vendre à peu près 70 000 euros, 73 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Okay. La mairie te dit oui, du coup. L'étape d'après ? Et là, du coup, l'étape d'après, on a validé vite le terrain chez le notaire parce qu'il y avait un autre porteur de projet, en fait, qui était venu avant nous, d'ailleurs, mais qui n'avait pas franchi le pas, en fait, qui voulait prendre le temps de se former, qui avait déjà contacté la mairie, je crois, 1 an avant nous, mais qui avait un peu mis de côté, qui n'était pas, en tout cas, passé à l'action. D'accord. Donc, je me suis dit, en fait, nous, il faut qu'on bloque le terrain, il faut qu'on soit sous compromis chez le... La réactivité, quoi. Voilà. Ouais, mais on le dit aussi souvent, mais c'est vrai qu'il faut, quand tu as l'occasion, il faut la saisir. Et effectivement, c'est le premier qui l'a saisi. En fait, oui, ça reste concurrentiel. C'est le jeu. Une fois que tout le monde est installé, et là, c'est cette porteuse de projet qui a pu faire une micro-crèche, mais une MAM, finalement. Okay. Aujourd'hui, on a de l'entraide un peu ensemble, on se discute, on en rigole, etc. Parce qu'enfin, maintenant qu'elle est installée, de toute façon, on en parle. Mais c'est vrai que, comme c'est une course, quoi, si on veut être plusieurs sur le projet, faut arriver le premier et pousser le projet. Et c'est là où tu parlais des étapes et de suivre les étapes petit à petit. En fait, ce qui a fait aussi la différence, c'est justement que je sois dans cette démarche-là. En fait, j'ai un peu mis mon cerveau de côté. Alors forcément, j'ai préparé le projet, j'ai fait de la réflexion avec ma conjointe, on en a parlé un peu autour de nous, voilà, enfin, on a fait réfléchir les choses, mais on a avancé vite, étape par étape. Et c'est ce qui nous a permis aussi de se démarquer auprès de la PMI. Parce que forcément, il y a la concurrence des autres porteurs de projets, mais il y a une belle barrière à l'entrée qui est aussi la PMI qui, aujourd'hui, maintenant, je vais limite leur faire le check, quoi, presque. Je les connais bien, on s'entend vachement bien. Je m'implique aussi dans des projets de développement de la qualité d'accueil des établissements d'enfants. Donc, voilà, je travaille beaucoup avec eux dans l'Ain, en tout cas, là où je suis. Mais au début... Pour moi, c'était vraiment la PMI. Je les regardais comme ça. J'avais l'impression d'être le ptio qui arrivait. Et pas de la petite enfance. Pas de la petite enfance. Oui, mais il y a déjà une porteuse de projet qui s'est positionnée il y a 1 an, mais il n'y a pas la place pour tout le monde, et patati et patata. Et en fait, je suis arrivé et j'ai montré un plan qu'on avait réalisé, qu'on avait validé un peu avec toi, avec la communauté. On a une étude de besoin où pareil, on avait repris la base. Donc j'avais retravaillé, j'ai mis des petites photos, j'avais essayé de bosser bien là-dessus. Mais on est arrivé avec quelque chose de concret. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont dit... On a eu objection, mais en fait, ils se sont dit, ah oui, mais en fait, ils se laissent pas démonter. Ça, ils me l'ont pas dit comme ça. C'est professionnel, quoi. Les dossiers que tu as portés, c'était carré, travaillé. Voilà. Et c'est ça qui a fait qu'au final, en fait, ils ont laissé passer. Et au début, c'est vrai qu'on s'en fait un monde de la PMI. Vraiment, moi, je m'en faisais un monde. Alors que là, aujourd'hui, je sais qu'elles me l'ont dit même moi-même. Aujourd'hui, une PMI ne peut pas à proprement parler, si tout est dans les règles, en fait, elles peuvent rien te refuser. Tant que la mairie est d'accord, en fait, tu peux y aller. Et je vois, il y a des porteurs de projets qui sont associés avec des grands groupes là, et qui arrivent en mode rouleau compresseur en 3 mois et qui passent. Ça a été un peu mis à jour depuis, mais effectivement, à l'époque, c'était... J'avais vu ça, en tout cas, à l'époque. Il y avait pas de... Mais c'est intéressant parce que ça évoque plusieurs points. C'est que tu as ce sentiment que peut partager beaucoup de personnes qui ne sont pas la petite enfance, c'est le syndrome de l'imposteur. Et du coup, quand tu vas contacter différentes entités, surtout la PMI, qui est donc la plus proche de la petite enfance, et que toi, tu l'es pas, tu peux te dire, en fait, c'est un blocage et j'y vais pas à cause de ça.
Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu n'as pas lié ça par peut-être ton manque de crédibilité par le travail, en fait, et du coup, de montrer un projet qui était professionnel. C'est vrai qu'il faut avoir en tête qu'au final, c'est les premiers interlocuteurs, mairie, PMI, de tous les projets. Et deuxième chose, point sur lequel je souhaite revenir, c'est que, effectivement, l'histoire de il y a un autre porteur de projet. Ça, c'est énormément de porteurs de projets qui, quand ils vont voir la PMI, effectivement, la PMI leur dit non, mais il y a une autre crèche qui va arriver. Moi, je suis le premier exemple. Ma première structure ouverte en 2016, la PMI m'a dit la même chose. Il y a une autre crèche qui va ouvrir dans la ville. Bon, on est en 2025, il n'y a toujours pas une autre crèche dans la ville. Tu vois. Donc, en fait, il faut se dire, c'est que c'est les premiers interlocuteurs. Donc, ils ont l'impression qu'il y a plein de crèches qui vont ouvrir. Sauf que s'il n'y a pas un local, il n'y a pas un accord mairie, il n'y a pas un financement, il n'y a pas de travaux en cours, il n'y a pas de crèche. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Effectivement, si tu te serais arrêté à ça, et ta première crèche, elle ne serait pas arrivée. Et pas la suite non plus. Ah bah oui. Donc, très intéressant. Donc, tu contactes la PMI du coup, pour valider tout ça. Donc là, à ce moment-là, quand tu as signé ton compromis de vente du terrain, conditions suspensives classiques, du coup... obtention, accord de la PMI, accord de RP, validation de la mairie, validation du prêt bancaire, tout... Ce qui permet de te lancer rapidement. Parce que des fois, des personnes sont inquiètes par rapport à ça, mais au final, ces conditions suspensives, ça couvre... Il y a zéro risque, en fait. Et même, du coup, ne serait-ce que d'avoir la clause suspensive d'obtention du prêt bancaire, en fait, si jamais on n'a pas le prêt bancaire derrière, en fait, on a juste à montrer patte blanche en montant 2 contacts avec des banques et... Il n'y a aucun risque financier. En fait, c'est à partir du moment qu'on est professionnel, dans le sens où on s'engage sur des conditions suspensives avec un timing. Et dans ce cas-là, en fait, dès le jour 1, il faut être à fond auprès des banques pour être sûr d'obtenir tout simplement soit un refus, soit un accord, mais respecter tout ça. C'est ça. Ok, donc j'imagine à la suite, c'est à peu près le financement. Et le financement, oui, exactement, qui s'est passé quand Non, d'abord, dépôt, en fait, une fois qu'on était sous compromis avec le terrain, on a fait le permis de construire. Ok. Et on a eu un recours de tiers. Ah, magnifique. Donc, ça nous a mis beaucoup en retard, parce que là, on parle de ça, on est 2021, courant 2021, et en fait, j'ai un recours de tiers qui a duré jusqu'à la fin d'année 2022. Okay. Donc, qui m'a permis en fait d'aller contacter les banques au final fin novembre 2022, ouais c'est ça, courant novembre 2022, parce que j'ai ouvert la société en 2022 et j'ai eu l'obtention fin 2022 et l'édite des offres, je crois début 2023, okay. Pour au final ouvrir en août 2023. Et du coup, le recours était lié à quoi ? Et des voisins de mon lotissement, parce qu'en fait, j'étais le dernier arrivé dans un lotissement et ils ne voulaient pas d'une micro-crèche. Ouais, je me souviens. Pourtant, c'est pas le voisin, on le cite que souvent comme exemple et c'est vrai. Mais voilà, ils se disaient, non, en fait, il va y avoir de la circulation dans le lotissement, on n'avait pas signé pour ça, c'est commercial. Et depuis, d'ailleurs, parce que maintenant tu as ouvert, etc., si on va un peu plus loin dans le temps, les voisins, ça se passe bien ? Les voisins, ouais, globalement, ça se passe bien. Franchement, il y a un vilain dans l'histoire qui embête un peu des fois les parents. Okay. Mais voilà, ça se gère, ça se tempère. Voilà. J'ai de la communication avec les parents parce qu'ils se garent à l'entrée du lotissement. Ils viennent à pied à la crèche. Okay. C'est juste que on a des irrésistibles gaulois chez les parents qui de temps en temps se garent devant la crèche. Et voilà. Après, des fois, ils sont dans l'urgence du matin. Ouais. Mais ça va. C'est pas un truc qui me pourrit la vie, qui m'empêche de dormir, etc. Ouais. Ni pour les équipes. Voilà, on va dire on a 3 altercations dans l'année. Voilà, 3 petites altercations, mais ça va. On est lancé, on a un projet qui tient la route. Encore une fois, c'est bien que tu ne sois pas arrêté. C'est ça. À la première critique du projet. Donc du coup, le financement effectivement décalé un petit peu dans le temps. Et comment ça se passe le financement honnêtement, le premier financement s'est super bien passé. J'ai eu la chance en fait d'avoir une conseillère personnelle qui a tapé du poing sur la table parce qu'en fait j'ai été mis en relation avec leur équipe professionnelle qui m'ont demandé 80 000 € d'apport. Somme que nous n'avions pas. Oui, comme 99%. Et que je n'ai toujours pas d'ailleurs. 99% des porteurs de projet. Et en fait, elle a tapé du poing sur la table en disant « Mais attendez, c'est un super projet qu'ils ont. En fait, il faut y aller. » Et on a eu de la chance que le directeur, c'était une personne, je ne sais plus si c'était un directeur ou une directrice, en tout cas la directrice ou le directeur de banque, c'était une personne qui avait une sensibilité en tout cas pour les micro-crèches, qui était intéressée par ça. Et du coup, j'ai fini avec au final 10 000 € d'apport. Sur un projet de construction tout packagé, on va dire. J'arrondis parce que j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on est entre 380 et 400 000. Quoi. Ouais.
Mais c'est intéressant parce que c'est une question qu'on me pose souvent, vers quelle banque je dois aller pour obtenir mon financement. Mais au final, c'est vraiment une question de personne et de feeling. Oui. Et effectivement, des conseillers qui ont une appétence petite enfance, soit au travers d'un financement précédent réussi, soit versus leur propre enfant et qu'ils ont eu du mal à trouver un mode de garde, ça aide souvent grandement à financer. Moi, j'ai eu les deux cas et souvent mes financements ont toujours mieux passé, soit quand on était face à un papa ou une maman, soit on était face à quelqu'un qui avait déjà fait des financements de microcrèche et qui connaissait un peu plus le marché, quoi. Mais complètement. Et donc du coup, obtention du financement, que 10 000 euros d'apport. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est souvent dire quand on prend les bonnes pratiques du bon banquier, il va être écrit, OK, il faut 20%, voilà. Et c'est des sommes, forcément, quand on démarre, qu'on n'a pas pour la plupart. Et du coup, effectivement, quand on peut montrer un business solide, encore une fois, des dossiers qui sont montés de manière professionnelle, ça permet de pallier à tout ça. Et 95% aujourd'hui des projets qui sont financés sont en dehors des clous des 20-30%. Donc, il ne faut pas forcément s'arrêter à ça. Encore une fois, au final, c'est un enchaînement de fois où, au final, tu ne t'arrêtes pas au basique et au premier retour. Et c'est comme ça. Mais c'est marrant parce que 90% des interviews, on les termine en se disant OK, c'est quoi le message que tu diras à ton toi d'avant? Et la plupart me répondent il faut rien lâcher. Bon, en l'occurrence, c'est ce que tu fais là dans ton début de parcours. Puis par la suite aussi, on va le voir. Donc, du coup, tu obtiens ton financement. Le permis était validé. Du coup, les travaux, comment ça se passe du coup, construction? En fait, moi, je suis passé par un constructeur ossature-bois qui était présent un peu dans toute la France, Natilia, qui l'est encore peut-être un petit peu. Là, moi, mon constructeur, maintenant, c'est passé Maison Naturia. Il y a eu une scission parce qu'il y a eu des difficultés financières, comme beaucoup de constructeurs et de promoteurs immobiliers pendant la période compliquée post-Covid. Ça a été très dur et c'est encore très dur d'ailleurs. Mais voilà, un super constructeur dans l'Ain. Qui me permettait d'aller beaucoup plus vite que des constructions classiques. Alors nous, on était sur des coûts à l'époque, on était à peu près hors achat du terrain par contre. On était sur une construction finie à peu près 2000 euros du mètre carré. Mais qui nous a permis déjà de moduler la crèche comme on voulait, le fait d'avoir une construction neuve. Et au-delà de ça, d'aller super vite parce que on a commencé les travaux. J'ai plus la date exacte de début des travaux, mais on a mis 5 mois. Est-ce que c'est construit pour expliquer un peu du coup l'ossature bois, le concept, c'est qu'il y a une dalle qui est réalisée sur le terrain et les murs extérieurs sont faits en atelier, en usine. Ils arrivent avec les menuiseries intégrées, etc. Et directement, ils montent les murs. Et puis ensuite, il y a la charpente et la toiture, mais ça se fait hyper rapidement. C'est impressionnant parce qu'en fait, la chape est mise, effectivement. Et il y a donc la journée de la pose des murs arrive. Le matin, les murs sont posés. L'après-midi, la charpente est posée. Et le lendemain, j'avais les tuiles de poser. Donc j'étais ce qu'on appelle dans le bâtiment hors d'eau, hors d'air, en 48 heures, enfin 36 heures. Voilà. Et ça a surpris tout le monde. Ils se sont dit, mais il y a de rien. Ça va arriver? Est-ce que... Ah d'accord, c'est là. Et ça, c'est extraordinaire. C'est du fait que tu es sur un constructeur. Alors ça marche aussi, moi j'ai vécu plus ou moins la même chose. Alors souvent, c'est sur une semaine de temps que ça se passe parce que c'est des intervenants différents sur le chantier. Mais le fait que ça soit en plus un même constructeur, ils savent que voilà, ils dépotent. Mais c'est vrai que ça, c'est l'avantage de ces petites constructions. Aujourd'hui, malgré tout, c'est un coût supérieur à la construction classique. Des fois, ça change un petit peu, mais là, avec le surcoût des matériaux sur les dernières années, ça reste plus cher. Mais c'est vrai qu'à la fois, c'est agréable d'un point de vue parce qu'on a un bâtiment en bois, on peut avoir beaucoup de matériaux écologiques. Et en plus de ça, effectivement, la rapidité de construction, c'est plutôt sympa. Du coup, hors d'air, est-ce que du coup, les travaux ont été faits par la même boîte jusqu'au bout? Il y a certaines choses que tu as gardées pour toi? Alors moi, ce que j'ai fait le meuble... Poupi Meuble à moins de 1000 euros, donc super. Enfin, on a un très bon retour des professionnels. Et j'ai fait toute la peinture de la crèche. Ponçage, peinture. Non, alors pas ponçage. J'avoue que ça, c'était. Voilà, on a réussi à s'en sortir pour à peu près 2000 euros avec le constructeur. C'était pas prévu dans le contrat, mais voilà, on l'a délégué pour. Donc c'était pour 135 mètres carrés à peu près. Et après, moi, j'ai fait les 4 couches de peinture au pistolet, peinture à l'airless,
Suivi les conseils Poupie jusqu'au bout. Ouais, mais ça s'est super bien passé. Je me suis économisé, il me proposait 12 000 euros. Quand moi j'ai acheté donc 500 euros le pistolet, que j'ai utilisé, que j'avais acheté avant d'ailleurs pour chez moi, parce que j'avais acheté ma maison juste avant, donc j'ai fait chez moi, puis ça va être vitesse, la crèche. Et donc 1600 euros de peinture. Donc je crois qu'à peu près donc le budget matériel, on était à 2000 euros, on va dire 2500 si j'arrondis en prenant très large. Que du blanc par contre, hein. J'ai fait simple. De toute façon, on ne peut pas faire aux couleurs. Ouais, c'est plus compliqué. Donc pour 2000 euros versus 2500 on va dire versus 12 000. Donc ça représente une belle économie. Et du coup, l'ouverture de cette structure, c'était à quelle période ? Août 2023. Donc on a fait on a pu faire en fait une semaine de formation avec les équipes. Très mauvais choix. Ok, pourquoi ? Avec le retour d'expérience, parce qu'en fait on avait recruté que je dise pas de bêtises. On avait recruté 4 professionnels. On voulait en fait avoir 4 pros dès l'ouverture pour qu'il y ait une cohésion d'équipe, en fait créer cette cohésion. Donc quitte à forcément on cramait par contre plus de BFR parce qu'il fallait remplir, etc. Mais on a eu une professionnelle du coup qui est pas venue et une qui est partie au bout de 2 semaines. Parce que l'ouverture, finalement, elle ne se sentait pas. Et au final, en fait, elle est allée dans une autre crèche qui était aussi en ouverture. Personne de Poupie School, mais qui l'avait pas... elle me l'avait pas volé. Hein. C'était elle qui était partie parce qu'elle trouvait ça trop dur. Et en fait, elle a fini par retourner dans la crèche où elle était à la base. Donc en fait, c'est bon. Mauvais recrutement. Bon, ça s'était bien passé pendant l'entretien, mais... Oui, ça, tu peux pas savoir tant que la personne n'est pas venue bosser. Hein. Mais donc, du coup, en fait, maintenant, je préfère plutôt former les professionnels au fur et à mesure, 2 fois par an. On se fait 2 journées de formation. En gros, on est sur 4 à 5 journées de fermeture. Il y en a 2 où ils rebossent un peu le projet, où il y a la RSAI sur... sur les normes sécurité, incendie, des choses comme ça. Et puis 2 formations avec des organismes de formation. Mais comme ça, au moins, ils ont passé leur période d'essai avant de faire des formations. Et je t'assure. Parce que là, j'avais vraiment pris une semaine pour qu'elles soient bien, qu'elles aménagent la crèche ensemble, un resto d'équipe, un team building. Enfin, ils avaient fait un genre de bowling ou quelque chose comme ça en équipe. Après, sur le papier, c'est bien, mais effectivement, quand tu as des départs assez tôt derrière, l'investissement là-dessus... c'est ça. Donc c'est vrai que ça aurait pu être bien, mais comme il y a toujours un risque sur 4 personnes de se tromper une fois, voilà. Mais par contre, j'irai jamais sur... j'ai vu des crèches embaucher juste une pro à l'entrée parce qu'il y avait que 3 enfants en milieu. Enfin, ça, faut quand même mettre des bonnes conditions. Oui, bien sûr. Puis de toute façon, à partir du 4e enfant, tu es déjà dans une réglementation classique, comme si tu étais rempli à 12, en tout cas. Après, quand tu vas à 13, 14, effectivement, un peu plus d'effectifs, mais c'est compliqué. Et après, tu es dans l'urgence pour embaucher. Et puis c'est là que potentiellement, il y en a qui se mettent dans l'illégalité, et puis qui avec des risques d'accident et de mauvais accompagnement de l'enfant. Donc, et puis pas de bien-être au travail pour les salariés. Et ça, c'est super important, si on veut du long terme. Pour qu'ils restent, bien sûr. Ton ouverture, du fait que c'était une construction, tu as pu commencer la communication suffisamment avant ? Tu t'es prêt assez tard ? Comment c'était le remplissage ? Alors, un bon petit retour d'expérience. Je me suis totalement loupé sur la communication parce qu'en fait... alors ça, je pense que ça va dépendre vraiment d'où on est situé. Si on est situé en centre-ville ou vraiment sur quelque chose où il y a énormément de demandes, ou si on est plus en campagne. Là, j'étais en campagne, mais sur un axe qui est hyper passant. Jasseron, dans l'Ain, en fait, il y a 7500 voitures qui passent et qui traversent chaque jour. Donc c'est quand même bien. Potentiel. Voilà, il y a beaucoup de potentiel. En fait, le problème que j'ai eu, c'est que du coup, j'ai fait une communication, super communication. J'avais... je vais être dégoûté de leur dire, mais j'avais 45 ou 50 préinscriptions. Donc correct. Très correct. Ouais. Et en fait, j'étais pas encore sûr de moi pour l'ouverture exacte, le jour exact. Et je sais pas pourquoi je m'étais dit dans ma tête, tiens, je vais attendre le jour exact et pas dire c'est fin août. Voilà. Et en fait, donc entre toute la phase où j'ai eu toutes mes inscriptions et la phase où j'ai commencé à recontacter les gens, j'ai laissé 2 mois et demi sans leur parler. Ok. Donc t'as perdu. Donc tu vois ce qui se passe. C'est que j'ai ouvert, on avait 5 enfants. Okay. Alors que j'aurais pu ouvrir... T'as signé aucun contrat, t'avais signé j'avais pas signé de contrat, non. J'avais même pas envoyé les devis parce que, autre erreur, j'ai voulu économiser 70 € par mois un petit peu, pas mettre le logiciel tout de suite en place pour envoyer mes factures, mes devis. Ils avaient conscience du prix quand même ?
Et bah, je sais même pas si j'avais trop parlé du prix, non. J'avais pas trop communiqué avec eux. Ouais. Donc, ça, c'est un des points. Pour que ça soit une vraie préinscription, au final, il faut que le parent ait conscience du prix. Parce que sinon, c'est ça, du prix, du reste à charge, surtout. Ouais, surtout. Et en fait, c'est vrai que... Et en plus, j'avais même pas envoyé parce que j'avais des... Non, peut-être que j'avais envoyé quelques devis, mais pas à tout le monde. Parce qu'on avait il y avait en tout cas à l'époque, je sais plus si ça y est encore, mais j'avais une possibilité de faire un devis avec le fichier Excel pour School qui permettait direct d'avoir un bon devis. Mais je ne l'avais pas envoyé à beaucoup de personnes et j'avais laissé traîner pendant 2 mois et demi. Et en fait, du coup, quand j'ai recontacté les gens, on a déjà quelqu'un, Je me suis dit, mais pourquoi j'ai voulu... Parce que c'est vrai que j'avais entendu aussi des personnes me dire, non, mais tu peux faire une commission, dire vous aurez la réponse à telle date, etc. Et en fait, je me dis, avec le recul, là, je le fais plus. Moi, je me dis, en fait, je prends les premiers arrivés, premiers servis à chaque fois. Sur une ouverture, bien sûr. Voilà, pour être sûr de bien remplir. Et là, même aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un moment où on a eu une baisse de la natalité sur ma commune ou dans le coin, où sur ma 2e année, j'avais un peu moins de demandes. Et comme je ressentais que j'avais pas autant d'inscriptions, en fait, j'ai pris... j'ai attendu en fait, en février de faire le point avec les parents en cours pour la rentrée, confirmer qu'ils venaient bien, re-signer les contrats pour l'année prochaine. Et après, j'ai tout de suite en fait, bouclé des contrats. Et maintenant, dès que j'ai une personne qui arrive, en fait, j'envoie même via YouSign règlement de fonctionnement plus devis qui est déjà envoyé en signature électronique. Après, il signe ou pas, mais comme ça, il s'engage directement et pas je me lance. Voilà, après, ça dépend vraiment de la zone. Mais en tout cas, moi, ce que je recommande, c'est dans le doute, on avance, quoi. Comme étape par étape, voilà, on y va, en fait, on boucle et on s'assure du chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, même une place, même si ça se joue à une place en plus, une place moi, en moyenne, c'est 1100 €. Une place à 1100 € sur 6 mois parce que tu n'arrives pas à retrouver quelqu'un, en fait, c'est 6600 €. C'est ça, et puis souvent, en plus, il faut que c'est ta dernier contrat qui génère ta marge réelle de ta crèche, donc c'est hyper important de l'avoir. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme retour d'expérience parce que c'est assez courant que des gestionnaires, surtout sur la première structure, en fait, ont peur potentiellement d'un décalage de la date d'ouverture, du coup de ne pas s'engager sur des contrats parce qu'ils pensent qu'ils vont devoir absolument accueillir alors qu'ils ne peuvent pas, alors qu'en l'occurrence, les parents ils se sont engagés. Quand on est à 1 mois de décalage, ils ne vont pas forcément aller sur un autre mode de garde parce que de toute façon, ils avaient besoin du mode de garde sur lequel ils sont engagés. Donc au contraire, il vaut mieux prendre le risque, entre guillemets, de s'engager sur un contrat, quitte à le décaler d'un petit peu, que de ne pas signer. Parce qu'en fait, le risque de mauvaise ouverture et l'impact est beaucoup plus important, quoi. Donc, si on n'a pas signé son prêt encore, voilà. Si bien sûr, il faut une date. Mais si par contre, on sait approximativement qu'il y a des travaux, mais qu'il y a juste un souci sur les travaux et qu'il y a un décalage, voilà, ça peut s'expliquer. Et de toute façon, on sait que c'est pas de la faute c'est pas le gestionnaire qui fait ça, parce qu'au contraire, lui, il veut remplir plus vite. Donc, dans le meilleur des mondes, en fait, il faut pas lier les travaux qui sont source de retard par rapport à la météo ou autre. Si on parle de la dalle, etc. Ces choses-là. C'est souvent ça, en fait. Une fois que ça s'est passé, on a une date d'ouverture estimée, on y va, quoi. Effectivement, on fait signer le plus rapidement possible, on engage les personnes. Et même quitte à faire aussi encaisser la compte pour vraiment que les personnes s'engagent et évite. Tu t'encaisses quand même un minimum de trésor avant le contrat du mois d'après, du coup. Et en plus, le parent, ça évite qu'il parte et qu'il aille voir ailleurs parce qu'il a déjà payé. Et s'il part, il ne récupère pas son acompte. Sur les 5 familles qui sont venues, en fait, j'ai eu 3 désistements. Ouais, tu vois. Et voilà, j'ai été gentil. Non, mais pas d'acompte, ok, on y va comme ça. C'est le début. Voilà. Alors, on se renforce au fur et à mesure. À vouloir être trop gentil. Alors après, il faut trouver un entre-deux. Moi, je vois par exemple quand j'ai des parents qui ont des difficultés, ils sont déjà là et ils ont des difficultés. Je me dis plutôt que de perdre une place, ils ont au moins la CMG qui peuvent me verser et on fait un échéancier. Ou décaler la date de prélèvement à l'après CMG, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que ne pas faire d'acompte, là, pour le coup, je le fais plus parce que c'est trop c'est un gros risque. Et de toute façon, le premier mois, ils doivent avancer le montant. Donc, c'est aussi un moyen de savoir la solvabilité du client, au final. Ok. Du coup, là, ton effectif type là, de cette structure, mais j'imagine que c'est un peu préparé sur les autres. On va parler après du développement juste après. C'est quoi comme effectif? Parce que toi, tu es uniquement gestionnaire, pas sur le terrain. Oui. Ok. Moi, aujourd'hui, en fait, on y allait crescendo. À la base, on a commencé, donc on est revenu à un moment à 3 salariés. Après, on est monté à 4. Et là, je suis arrivé à 4,5 emplois temps plein. Tu as connu le passage à 12, toi, du coup? Moi, j'ai commencé au passage à 12.
Ok, oui, parce que tu as ton entre 2020 et 2023, donc forcément, quand tu as commencé, ça devait être 10, et toi, quand tu as ouvert, mais j'avais déjà 12. prévu, en fait, effectivement, 12 dans les... ouais. Ok. Et donc là, combien de TP, du coup, actuellement? Là, sur les 2 crèches qu'on a d'ouvertes, on a 9 emplois à temps plein. Ok, donc 4,5 par ouais, c'est ça. structure. Donc, on a une référente technique EJE. Sur 2 crèches. Ouais, qui est à 0,5 sur chaque crèche. Ok. Et après, on a un mix entre auxiliaire de puériculture et CAP. Ok. Concernant l'effectif, qu'est-ce que tu délègues à ta référente technique? Aujourd'hui, je délègue tout ce qui est gestion des plannings. Ok. Gestion des plannings, gestion des stocks. Alors même si c'est moi derrière qui fait les commandes, qui fait les livraisons, c'est quand même elle, et qui elle-même peut déléguer potentiellement à certaines salariés de l'inventaire, s'assurer qu'on est bon en termes de stock et qu'il ne reste rien à commander. Qui gère tout ce qui est protocole de soins, mise à jour des protocoles, qui retravaille un peu le projet pédagogique en validation avec moi. Commande des repas peut-être, non? Les commandes des repas aussi, ouais. À la base, je voulais du 100% bio, mais je n'avais pas trouvé en tout cas de prestataire qui nous livrait, qui était abordable. Parce que là, aujourd'hui, on tourne à 860, 900 euros par mois. Okay. Quand j'avais des prestataires bio qui nous proposaient pas loin de 2000, en fait. Et du coup... Dans la liaison froide, du coup. Oui, c'est ça. En fait, en gros, ils déposent tous les matins, et nous, on est sur de la réchauffe. Ok, très bien. Ouais, 800, à titre de comparaison, on est autour de 1200 euros, je crois. Ok. Mais on est sur on n'est pas sur du 100% bio, donc c'est le prestataire ensemble. On est sur un maximum de local et bio, dans la mesure du possible. Beaucoup de pommes de terre et pommes bio, mais le reste, ça dépend des saisons, ça dépend de tout ça. Et il y a d'autres choses que tu délègues, du coup, ta RT moi, en gros, pour dire ce que je fais aujourd'hui, je vais être sur la facturation des familles, je vais être sur la commercialisation des places, donc les échanges avec les parents, la présentation du projet, les visites, ça dépend en fait de si elle est disponible, ma référente technique est disponible ou pas. Okay. Si elle a un créneau de disponibilité en même temps que les parents, elle fait la visite, sinon c'est moi qui fais la visite. Je vais faire toutes les courses, tout ce qui est courses consommables pour les événements, etc. Et je vais faire aussi l'entretien des espaces verts. Et quasiment tout le reste est géré par ma référente technique aujourd'hui. Je considère principalement que le management est géré plutôt par ta RT, le premier niveau, honnêtement, on va dire. Plus. Ouais. Moi, en fait, je vais faire des entretiens. Je vais faire des entretiens annuels. Okay. Et je fais, en gros, je fais 2 entretiens par an. Je fais l'entretien annuel obligatoire de l'employeur et je fais un autre entretien échange un peu sur le bien-être, des questions ou autres pour voir. S'il y a des demandes de formation ou d'autres sujets comme ça, vérifier que la personne est bien au travail. Et tu délègues le management du coup plutôt et le management quotidien, on va dire. Ouais, quotidien, c'est clairement ma référente technique. Du coup, tu as des contacts vraiment réguliers, j'imagine, avec ta RT pour. Oui, on échange quasiment. Enfin, on a un groupe WhatsApp, un groupe. Un groupe de 2. Une discussion. Une discussion WhatsApp avec elle. On échange par mail aussi. Avant de parler de ton développement, parce que tu es quasiment à ta 3e crèche. C'est quoi un peu les axes pédagogiques que tu mets dans ta structure? Tu nous as dit un peu, tu nous as teasé au début, c'était plutôt côté nature, c'est parce que c'est ce qui te manquait, donc c'est ce que tu as créé. C'est ça. Tu en parler un petit peu. Ouais, pas de souci. Effectivement, alors moi déjà sur le projet pédagogique, j'avoue que j'ai mis vraiment carte blanche aux équipes. En mettant un mini cadre que j'explique juste après, mais pourquoi j'ai fait ça, je suis juste parti du principe que si les équipes mettaient leurs pattes dedans, leur touche personnelle, et qu'elles faisaient vraiment des choses qu'elles avaient envie, elles, de faire avancer, ça les ferait rester plus longtemps. Et, ça les implique. Ça les implique. Et si elles sont bien au travail, c'est ce que j'avais dit dans une petite vidéo qu'on avait fait de présentation de notre crèche, c'est qu'en fait, si les équipes sont épanouies, les enfants sont épanouis, les parents sont contents, c'est un cercle vertueux. Exactement. Alors que quand ça commence au contraire à avoir du négatif, ce qu'on n'a pas eu pour l'instant et je suis content de ça, ça peut être une descente aux enfers, entre guillemets. Donc là au moins on est vraiment dans un cercle vertueux. Et du coup les grosses bases qu'on a mis, je l'entends beaucoup, c'est beaucoup à la mode. Il y a de la motricité libre et d'autonomie de l'enfant. mais voilà, c'est pour nous des choses qui, en tout cas, en tant que parents, c'est ce qu'on applique avec nos enfants, l'autonomie, la motricité libre.
Pour le nom aussi, pas à pas. Hein, voilà, c'était vraiment dans la progression au rythme de l'enfant. C'est bien, j'avais demandé d'où venait le nom de la crèche. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça. Et donc ça, c'est les 2 points, mais qui pour moi sont pas les plus importants. Enfin, ça fait partie du quotidien et de l'accompagnement de l'enfant. Par contre, dans le projet en lui-même, pour moi, le centre du projet, c'est la nature et l'ouverture vers l'extérieur. Okay. Donc dans chacun de nos projets, on a un potager de 30 mètres carrés, on a un préau en dur pour qu'il puisse pareil aller dehors aussi souvent, météo, d'à peu près 30 mètres carrés, et on a entre 120 et 200 mètres carrés pour la dernière structure qui arrive, de jardin, donc avec de l'herbe, donc voilà, toujours tourné vers l'extérieur. Donc là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais mettre des arbres, parce que c'est aussi important pour l'ombre. Il fait de plus en plus chaud l'été, donc on voulait vraiment avoir un grand arbre qui fait un peu parasol. Voilà, on a des arbustes, mais on n'a pas d'arbres, de vrais arbres à proprement parler. Donc là, je vais en planter à l'automne sur les 2 crèches qu'on a. Ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'on est positionné à côté de sentiers en fait, de campagne. Donc du coup, on peut à la sortie du lotissement, on peut aller se balader, aller voir des chevaux, ramasser des branches. Donc en fait, les équipes, elles vont se balader 1 fois au moins, voire plus, 1 à 3 fois par semaine. Elles font des balades avec les enfants. En plus de sortir tous les jours, on a vraiment pour optique de sortir dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. On a acheté pour ça des combinaisons Yelm. Il y en a quelques-uns qu'on avait parlé sur le groupe à un moment, donc un peu Squid Game, c'est ça. pour ceux qui ont vu ça. Donc où on est polaire à l'intérieur, imperméable à l'extérieur, donc c'est vraiment bien. Et voilà, en tout cas pour Yelm à proprement parler, j'ai pas de part chez eux, mais en fait on a souvent des promotions à je crois quasiment moins 70%. Une combinaison neuve, ça vaut 100 € à la base, et en fait plusieurs fois par an tu les as à 30-35 € la combinaison. Donc c'est vraiment bien. Par contre, ce qu'on a vu, on a eu une formatrice nature qui est passée il y a 2 jours là, à notre crèche pour une formation avec les 2 crèches justement, et c'est vrai qu'on a eu la remarque mais qu'est-ce qu'on fait quand il fait chaud, et c'est vrai qu'on n'a pas de combinaison pluie quand il fait un peu plus chaud. Et là du coup on va acheter aussi ça pour pareil. Ils ont la version du coup, ils ont la version du coup chaude, mais Yelm ça je sais pas s'ils ont, j'avoue que j'ai pas regardé depuis, mais je vais essayer aussi d'avoir des combinaisons juste anti-pluie, un pantalon sur chaussures, des trucs comme ça pour la boue, etc. Ouais, voilà, pour pas se prendre la pluie ou autre quand il fait un peu chaud, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'il fait un peu chaud, ça peut faire humide, que ça fasse un peu coupe-vent ou autre. Mais du coup, c'est pas possible de les mettre là-dedans, quoi. Parce que même en body dedans, là en ce moment, ils étouffent, quoi. C'est pas possible. Mais voilà. Donc en fait, on a mis en tout cas les moyens matériels et le lieu pour entraîner les équipes et du coup les enfants à l'extérieur. Donc là aujourd'hui on fait beaucoup de repas aussi à l'extérieur, on fait des accueils à l'extérieur, alors pas tous les jours, mais on essaie petit à petit on veut se diriger vers une crèche semi-plein air, mais donc avec la référente technique, c'est bien quelque chose qu'on a en tête. Par contre on y va étape par étape, on voulait pas tout mettre en place dès le début, déjà faisons tourner la crèche et ensuite on y va pas à pas. Exactement. Mais c'est bien, ça me fait rebondir encore sur quelque chose avec lequel on échange régulièrement avec les porteurs de projets et que tu as très bien fait et très bien expliqué, c'est rendre les choses pas à pas. C'est valable pour plein de sujets. Moi, j'ai le cas où des personnes qui, dès le démarrage, souhaitent avoir une salle Snowzelen à 15-20 000 € de matériel, etc. dedans. Sauf que les équipes ne sont pas forcément formées, ou pas forcément l'utiliser correctement, ni l'utiliser tout court. Et rendre les choses progressives en sachant vers où on va, mais pas le faire directement, c'est forcément mieux que tout de suite mettre en place et que potentiellement le projet n'est pas abouti et pas mené de front. Au-delà de l'aspect aussi également financier, qui potentiellement c'est un surcoût dans un financement. On parle d'un préau par exemple. Bon, un préau, c'est une évidence que ça va être utilisé, mais quand on parle de matériel dans la crèche, il y a des choses potentiellement on n'avait pas besoin et on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas dedans, et on achète des choses en plus pour rien. Et du coup, rendre les choses progressives en investissant la marge réelle de la structure et pas surcharger non plus le crédit, c'est aussi important. Et rendre les choses progressives pour tout, c'est aussi intéressant. C'est valable pour ça, c'est valable pour les horaires atypiques, par exemple, etc. Donc, ne pas tout de suite ouvrir en horaire atypique avec de l'effectif en plus, mais voir selon les besoins des parents, est-ce qu'il y aura vraiment des inscrits, même si tout le monde nous dit que ça va être le cas, c'est important de prendre les choses réelles du terrain. Donc effectivement, c'est très bien de rendre les choses progressives comme ça, et je pense que tu as totalement de raison dans ta démarche.
je te propose, c'est de nous teaser un petit peu la suite. On se reverra dans une prochaine vidéo pour parler de ta deuxième crèche, ta troisième crèche. Et juste un peu, c'est quoi les grandes lignes, les chiffres, et il y a aussi de la subvention CAF derrière. Donc, nous expliquer un petit peu la suite, comment ça s'est passé, quoi. Déjà, en fait, en termes de projet, c'est vrai qu'on a une ouverture en 2023 de notre première crèche, une ouverture en 2024, fin 2024 d'une deuxième, et là, on a une troisième qui arrive au mois de janvier. J'ai eu, effectivement, en termes de subventions, j'ai eu de la chance. Je pense que c'est dans les dernières subventions. Je ne sais pas s'il y aura d'autres opportunités, c'est pas prévu, en comme tout cas, ça, mais pour moi, c'est pas prévu, en tout cas pour la CAF. Mais j'ai eu 2 subventions de 160 000 euros pour financer du coup ma construction numéro 2 et numéro 3 que j'ai financé en propre. Okay. Donc tu as 2 fois 160 000 euros sur les CI. Ouais, c'est ça. Donc ce qui est pas négligeable. Pas du tout. Pour se lancer et surtout du coup avoir des projets qui nous appartiennent. Ce qui est toujours mieux qu'une location, même si c'est pas toujours facile à avoir. Oui, c'est pas une fin en et soi. Pour l'obtention du prêt, voilà. Donc, et puis même un potentiel 4e projet, parce que il est signé là aujourd'hui, qui arrivera en janvier 2027, mais sur la location cette fois-ci. Ouais. Voilà, j'ai plusieurs axes de développement. Avec le business model que j'ai aujourd'hui, en remplissant ma crèche, je dois être entre, suivant les contrats que j'ai, parce qu'il y a des années où j'ai beaucoup de contrats 5 jours, donc ça m'a forcément fait un peu baisser le chiffre d'affaires. Mais donc je vise entre 18 et 19 500 de chiffre d'affaires. Okay. Donc ma première crèche, on est aux alentours de 19 000. Là pour septembre prochain, on va passer à 19 150. Okay. Et là on est à 18 800 en gros sur la deuxième année d'ouverture. Okay. Quand là, ma deuxième crèche, elle n'est pas encore remplie totalement parce qu'elle a un poil moins bien placé. Et au niveau remplissage, ça n'a pas été optimal. J'ai eu beaucoup de contrats, beaucoup de gros contrats en fait, malheureusement. Mais bon, j'ai pris ce que j'avais là. Oui, tu as rempli, voilà. Ça, le démarrage. Mais donc là, je devrais être plutôt aux alentours de 18 000. Le principe, c'est payer tes charges, quoi. C'est ça. Temps, mais... Là, il me reste une place à avoir d'ici septembre prochain pour être à 18 000. Okay. Voilà, en termes de chiffres, sachant qu'on tourne là pour l'instant entre 15 et 16 000 de charges, suivant les dépenses que je peux avoir, les achats, comme on disait, le pas à pas, les achats, donc suivant les achats que je peux avoir. Les investissements. Mais du coup, moi, tu payes tes charges, tu as de l'axe de progression. Oui. On en parlait aussi en off avant, possibilité de monter à 20 000, possibilité de bercer entreprise, voilà, etc. C'est plein d'axes de développement qui vont dégager de la marge supplémentaire, mais au moins, ton projet avance. Puis au-delà de ça, au-delà du fait de ta propre rémunération, de ta propre marge, tu as aussi le remboursement du capital de tes 3 biens immobiliers, du coup, qui est loin d'être négligeable. Donc, c'est aussi ça qui est important. Effectivement, c'est un projet où à chaque fois, potentiellement, quand on doit se développer, c'est des nouveaux biens immobiliers, alors que ce soit de la location ou de l'achat, mais avec une opportunité d'achat, ce qui permet de se développer à titre perso un patrimoine qui, en perso, n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas ce projet pro derrière qui est rentabilisé avec un business plan qui était rentable simplement et qui permet d'obtenir les financements. Merci pour tout ça, merci pour ton retour. Si vous souhaitez également en savoir plus sur la création des micro-crèches, vous avez un lien sous cette vidéo pour télécharger un guide des 6 étapes pour ouvrir votre crèche. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi ou un membre de l'équipe pour un coaching offert pour savoir si la micro-crèche c'est aussi fait pour vous. Écoute, Maxime, à très bientôt et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!